J'ai cherché mineurs non accompagnés sur Internet. Délinquance, l'inquiétant phénomène de mineurs isolés. Des mineurs vraiment mineurs ? Mineurs non accompagnés, un dispositif de prise en charge saturé. On en oublie presque qu'on parle d'enfants et d'ados. Mais je faisais quoi, moi, à 15, 16, 17 ans ? Je crois que je faisais mes premières conneries en soirée. Je rêvais de rencontrer l'amour et je me disputais avec mes parents pour attirer leur attention sur mes problèmes d'ado. Mais j'avais pas traversé 5 pays pour étudier ou travailler. Et je vivais pas à des milliers de kilomètres de mes proches. Je partageais pas ma maison avec plusieurs autres ados, souvent paumés, que des éducateurs tentent d'aiguiller. Alors dans les médias, on entend des statistiques et des faits divers. Mais on ne connaît pas Algi, qui est arrivé en Italie à 14 ans, un petit timide passionné par les langues. Ou Momo, arrivé à 16 ans de la Côte d'Ivoire, ou encore Fabricio, Yobo, Bakay, Jalo et tous les autres. Il y a une personne qui en a rencontré beaucoup, des jeunes, qui connaît leur histoire, qui connaît leur passion, leur joie et leur peine. C'est Louise, et à 24 ans, elle a décidé de partir en Italie pour travailler dans un foyer d'accueil pour mineurs non accompagnés. C'était en 2019. Elle y est restée 2 ans. Louise, elle écrit très bien, et elle tient un journal de bord. Celui de ses années auprès de ces jeunes a été publié aux éditions Hors d'atteinte. Il s'appelle Les Conquérants et il raconte le quotidien de Louise auprès des MNA du foyer, à qui on ne donne jamais la parole, notamment du fait de leur minorité. Alors Louise raconte des petits bouts de leur vie à leur côté, sans s'approprier leur récit, sans parler à leur place, avec ses mots, ses ressentis et ses émotions. Et les chiffres se transforment en visages, et ça c'est nécessaire pour déconstruire les discours racistes et xénophobes. Je m'appelle Jeannette, et l'exil le plus proche de ma famille, c'est celui de ma grand-mère normande pendant le débarquement en 1944. Pas vraiment d'actualité. Mais les récits des personnes exilées que j'ai rencontrées et que j'ai entendues ont changé ma manière de percevoir et d'agir. Et être une femme blanche et française, ça me donne certains privilèges, que j'ai décidé de mettre au service des voix et des histoires qu'on n'entend pas assez. Et pour ce nouvel épisode, on rencontre Louise Mottier. En 2018, donc j'ai 22 ans et je termine mes études à Paris. Moi, je viens des Hauts-de-Seine. Je suis née à Paris, puis j'ai grandi à Bourg-la-Reine et ensuite à Châtenay-Malabry. Je grandis, j'ai ma mère est prof, mon père ingénieur. Je grandis dans une famille globalement d'instituteurs, de profs. Et c'est vrai que chez moi, on a toujours été... je sais qu'on est privilégié, qu'on n'a jamais manqué de rien, mais on a toujours été quand même dans une éducation où je trouvais qu'on partageait beaucoup. Je sais que j'ai beaucoup de chance, j'ai grandi entourée de beaucoup d'amour. J'ai eu mes 4 grands-parents jusqu'à tard. Et donc, il y a quand même chez moi ce truc de... on sait quand même qu'on a beaucoup de choses et donc qu'il faut en être conscient et qu'il faut partager ça, quoi. Et je pense que ça joue beaucoup dans ce que je fais maintenant et dans ce vers quoi je vais. Après mon bac, je sais pas trop où j'ai envie d'aller. Je fais en prépa parce que je suis assez bonne élève, mais je sais pas trop. J'ai pas envie de choisir une seule matière à l'université. Et donc, je vais en prépa pour garder un cadre un peu large dans mes études. Et c'est plutôt, en fait, hors de mes études que je commence à trouver un peu ce vers quoi j'ai envie d'aller, c'est-à-dire être avec des gens, essayer de les accompagner. Et je démarre un peu ça. En fait, la vie fait que je vais assez vite dans ce qu'on appelle aujourd'hui le travail social, mais à l'époque, je pense pas que je me rende compte je me dis pas que je fais du travail social, je me dis juste que je peux aider des gens, donc je le fais. Et je démarre plutôt à côté de mes études. Voilà, je vais dans cet asso qui s'appelle La Fève, où je fais une espèce de tuteur, quoi, où je m'occupe d'un petit gamin qui est étranger, qui vit en CADA, donc en centre d'accueil pour demandeurs d'asile avec ses parents, et qui donc vit dans un environnement qui n'est pas du tout un environnement pour un enfant. Et voilà, on sort, on va faire des activités. Et petit à petit, je commence à faire plusieurs activités, plusieurs expériences comme ça. Et donc, à la fin de mes études, je sais que j'ai envie de continuer là-dedans. Et en fait, j'étais bénévole au Secours catholique au cours de ma dernière année de master. Et c'est là-dedans, je reste là, dans ce centre d'accueil pour personnes étrangères, avec toute situation possible. Donc, des personnes qui sont en demande d'asile, des personnes
qui ont eu leur demande d'asile refusée, des personnes qui ont la protection, qui sont réfugiées mais qui ont quand même des galères, des personnes en errance. Et en fait, c'est mon premier emploi. Et c'est un contexte assez compliqué parce que c'est un moment où il y a quand même beaucoup de monde en région parisienne, en Île-de-France. On est en 2018, donc on est en plein milieu de la loi Collomb qu'on appelait la loi asile-immigration, quoi, pour une immigration maîtrisée ou quelque chose comme ça, qui est hyper répressive, qui prévoit des procédures beaucoup plus courtes, qui prévoit des temps d'enfermement en centre de rétention administrative plus longs. Globalement, c'est vraiment des restrictions de droit et ça va pas du tout dans le sens du droit d'asile, dans le sens de la protection des personnes. Et nous, en tant que travailleurs sociaux, on ressent ça, les personnes ressentent ça, elles voient très bien qu'il y a des démarches qui changent. Et on a un moment où, donc là où je travaille, on est une espèce de permanence d'accueil et on reçoit, je sais pas, il y a des matins où il y a 150, 200 personnes qui passent. Donc c'est un moment assez intense. Et donc je travaille presque une année, je fais de février jusqu'à octobre. Et surtout, je fais l'été. Je fais l'été et je prends mes congés avant, je sais plus, mais en tout cas, je suis là tout juillet-août. Et en fait, en juillet-août, en France, tout s'arrête. Toutes les administrations s'arrêtent. Les cours de français, souvent, ça s'arrête pour les personnes. Il y a moins de professionnels de santé. Globalement, tout est un peu en pause. Alors que pour ces personnes-là, les délais courent, les procédures se poursuivent. Et elles sont toujours dans l'urgence de leur situation. Et donc, en fait, on est quand même... on n'est pas beaucoup à travailler. Enfin, c'est un moment vraiment stressant au travail. Et donc, je reprends à l'automne. En fait, je reprends pas, je poursuis le travail à l'automne. Et je suis vraiment... Enfin, je commence à être fatiguée. Et puis, il se passe un truc qui va vraiment... je commence quand même à me dire, on voit beaucoup de personnes dublinées qui arrivent en France mais qui ont posé leurs empreintes dans un autre pays, très souvent c'est l'Italie ou l'Espagne, et qui peuvent rien faire en France parce qu'elles sont donc sous la procédure Dublin et donc elles doivent retourner dans les pays dans lesquels elles ont posé leurs empreintes parce que c'est ce que prévoit la réglementation, que ce sont ces pays-là qui sont responsables de leurs demandes. Donc on voit ces personnes-là avec qui l'Union européenne fait du ping-pong, enfin c'est vraiment compliqué. Et donc, nous, on est un centre plutôt pour les adultes, ou pour les familles éventuellement, mais en tout cas, c'était des adultes qu'on voyait, quoi. Et en fait, un matin, donc on démarre l'ouverture, un peu comme d'habitude. Et puis arrive, moi j'avais un petit bureau à côté de l'entrée de la salle principale. Et en fait, je m'occupais des personnes bénévoles et une personne vient me voir et elle me dit Loulou, il y a un problème, il y a un gamin dans la salle, quoi. Il est tout seul, il n'est pas venu, il dit il n'est pas venu avec ses parents. Moi, c'est la première fois que j'entends ça, que je vois ça. Donc, je vais dans la salle, je vois le gosse. Effectivement, c'est un enfant, quoi. Et donc, je le prends avec moi, il vient avec moi dans mon bureau. On commence un peu à discuter, mais en fait, il parle pas. Enfin, je vois qu'il comprend pas, en tout cas, il parle pas. Et donc, je rappelle ce même bénévole qui est venu me l'amener, qui est une personne bangladaise, et l'enfant vient du Bangladesh. Et donc là, avec mon collègue, on fait une espèce d'interprétariat, où on pose un peu les premières questions à cet enfant, comment il s'appelle, est-ce qu'il va bien, d'où il vient. Et donc, Anaf nous dit que, qu'il est arrivé ce matin, que quelqu'un l'a déposé là. Mais il a pas l'air de trop savoir où est-ce qu'il est. On lui demande s'il a dormi, s'il a mangé, En vrai, on est un peu en panique nous-mêmes parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il faut faire avec cet enfant. Et puis, je vais voir ma cordo et en fait, on appelle 2-3 autres collègues d'autres structures et on comprend qu'il faut amener Anaf dans une structure plus adaptée pour lui. Donc, ce qui s'appelait à l'époque la DEMI, qui est le dispositif d'évaluation à la minorité, en gros, qui est géré par la Croix-Rouge. Et donc, c'est à Paris, dans un autre quartier, que là où on était. Nous, on était à Porte de la Villette. Et donc, je l'amène là-bas,
Il avait juste un petit sac. On prend son sac, on va dans le métro. Il fallait un peu marcher. Je me souviens qu'il fallait un peu marcher pour aller jusqu'au métro. Et de là où on était, au métro à Port-de-la-Villette, c'est pas très joli, quoi. C'est le périph', c'est sous le pont. Et je me disais, déjà là, c'est vraiment pas top, mais je n'ose imaginer ce qu'il a vu, ce qu'il a pu voir avant. Et on prend le métro. Je sais même pas s'il a déjà pris le métro dans sa vie. Je crois pas parce que il marche pas trop bien sur l'escalator. Enfin, je sais pas comment dire, mais son corps ne va pas bien dans cet espace-là, quoi. Tu sens que c'est pas un espace fait pour lui. Il serre très fort ma main. C'est le métro. Je sais plus quelle ligne c'est vieux métro avec les portes encore très bruyantes et tout. Et puis on arrive donc à Couronne, là, au dispositif, où en fait je le pose, vraiment au sens propre, je le laisse là, parce que des travailleuses sociales arrivent et du coup voient l'enfant. Il a 12 ans, il fait 1m30, il a vraiment l'air d'un tout petit garçon. Voilà, elles le prennent tout de suite dans cette structure, elles me disent... je sais plus trop ce qu'on se dit en fait. Ça se fait très vite et puis je le vois partir dans le couloir et je sais même pas si je lui ai parlé, tu vois, je sais même pas si je sais plus si j'ai dû lui dire au revoir, bonne chance, peut-être un truc comme ça. Et puis je me souviens, je retourne au travail après, je reprends le métro toute seule et tout et je me dis quand même c'est bizarre quoi qu'est-ce qu'il fait là, comment ça se fait qu'il soit venu tout seul et qu'il soit du coup dans un environnement qui est tellement peu doux pour lui et peu protecteur. Et donc je rumine un peu ça. Et en fait, il se trouve que donc c'est la fin de mon... Je touche à la fin de mon contrat, je remplaçais quelqu'un. Et j'étais quand même, voilà, j'étais un peu fatiguée, je me posais pas mal de questions. Donc enfin voilà, j'arrête ce travail-là, mais je me dis que j'ai envie d'aller voir en fait ce qui se fait ailleurs, dans d'autres pays. En fait, j'ai envie de bouger, j'ai envie un peu de partir de Paris et j'ai envie d'aller dans des pays frontaliers, limitrophes. Et j'ai envie de voir un peu de retrouver des enfants comme Anaf, quoi. Et donc, je réfléchis, je candidate à une offre en Italie. Et puis, on est en février-mars 2019. Et je me retrouve à Gênes pour 1 an au début dans une structure d'accueil, un foyer dit pour MENA, quoi, avec que des gamins mineurs qui viennent pas, qui sont arrivés en Italie tout seuls. Le foyer occupe l'intégralité du rez-de-chaussée, qui abritait autrefois une communauté religieuse, puis une crèche, avant d'être loué par les 3 associations qui ont ouvert ce lieu d'accueil avec l'aide de la ville à l'été 2017, après l'arrivée de nombreux jeunes isolés et en errance. L'entrée dans les locaux se fait par la salle commune, lumineuse et très haute de plafond, où on trouve 2 canapés recouverts de tentures marines et un grand baby-foot. Les murs sont peints en jaune clair, un peu passé, où de vastes cadres sont scotchés. L'Albanie, l'Afrique du Nord, l'Afrique centrale et le monde. Elle mène directement au bureau, à la cuisine, au couloir des chambres, à la buanderie et à l'escalier du sous-sol. Ce dernier abrite le garde-manger, réfrigérateur et congélateur, une salle de bain pour l'équipe et l'atelier où sont entreposés produits d'hygiène et d'entretien. On y trouve également du linge et des chaussures de réserve, des cartons de guirlandes de Noël, une pile de sommiers et de cadres de lit. L'ensemble est plus ou moins bien rangé et l'équilibre de certaines piles est incertain, comme une définition de l'essence de ce lieu. Dans l'urgence et l'incertitude, prendre soin, cultiver, valoriser. Donc j'arrive à Gênes, dans le nord de l'Italie, en Ligurie, et j'arrive dans cette structure qui a 19 places. Que pour des garçons, parce qu'on est aussi dans des configurations où, encore à ce jour, il y a quand même beaucoup plus de garçons que de filles qui migrent, en tout cas mineurs. Et j'arrive là-bas, donc pour 1 an, et on est... donc il y a plusieurs éducateurs, éducatrices, il y a 2 médiateurs, un médiateur sénégalais et une médiatrice albanaise. Et donc, ce sont que des garçons qui ont entre 14 et 17 ans, presque 18, et qui arrivent
un peu de tout pays, bien qu'il y ait je constate qu'il y a un petit groupe d'Albanais. Et en fait, je comprends que c'est une forte migration en Italie. Il y a une grosse communauté albanaise là-bas. Et en fait, je comprends. J'avoue que je me demande un peu parce qu'en France, j'en avais pas trop vu. Et puis, je comprends assez vite que c'est pour des raisons déjà géographiques, parce que c'est en face. Et puis, il y a une espèce de facilité, si je peux dire, de séjour, en tout cas d'entrée, parce que les personnes n'ont pas besoin de visa elles ont juste besoin d'un passeport pour rentrer en Italie, en tout cas pour des courts séjours. Et pour les mineurs, la question ne se pose pas. Donc, ils peuvent rentrer librement. Et en fait, je comprends que l'Italie, pour l'Albanie, c'est un peu un rêve américain, quoi. Les gamins grandissent avec la télé italienne, avec la radio italienne, ils écoutent cette musique-là. Donc, presque, certains d'entre eux, en fait, ils arrivent en Italie, ils connaissent la langue déjà un peu. Et donc, ils ont aussi cette image d'Italie un peu Eldorado. Donc, l'Albanie aussi, on est dans un contexte hyper pauvre, hyper corrompu, où il y a très peu de possibilités d'études, de poursuites, de vie saine et décente, quoi. Il y a aussi une grosse problématique de conflits familiaux, d'une espèce de loi du talion qui s'appelle le Qanun, qui n'est pas encore trop reconnu comme un motif de persécution, quoi, mais en tout cas, les gamins racontaient ça et étaient marqués par ça, que ça stipule, grosso modo, que voilà, si quelqu'un de ta famille a tué quelqu'un d'autre, ben, c'est un peu donnant-donnant. Il y a quelqu'un de ta famille qui va mourir bientôt, quoi. Donc, c'est des conditions quand même hyper dangereuses. Donc, il y a pas mal Voilà, je rencontre beaucoup de jeunes Albanais. Et puis, je rencontre aussi des jeunes d'Afrique plutôt subsaharienne. Je rencontre Momo, un petit Ivoirien, avec qui je me lie assez vite parce qu'il est francophone. Et donc, au début, moi, j'arrive en Italie, je parle pas du tout italien. Et en fait, c'est presque ce qui a été... en fait, ça a été quand même une espèce de point commun que j'avais avec ces jeunes-là, c'est que je suis un peu arrivée catapultée là, par mon choix par contre, mais c'est vrai que finalement, ça m'a vachement aidée à faire du lien avec eux, de pas du tout comprendre au début non plus ce qui se passait, ce qui se disait. Et là-dessus, Momo, il a été... lui, c'est un gamin qui est vraiment brillant, qui avait déjà appris l'italien en quelques mois. Et très vite, il me raconte un peu, voilà, la Côte d'Ivoire, son parcours, ce qu'il a envie de faire ici. Et donc, les journées s'articulent un peu entre les cours d'italien, les rendez-vous médicaux, les rendez-vous un peu plus administratifs avec le juge des enfants, avec l'assistante sociale. Donc, il faut savoir qu'en Italie, c'est un peu pareil qu'en France, dans le sens où les mineurs ne sont pas considérés comme des personnes illégales. Et ils n'ont pas besoin d'avoir un titre de séjour. Mais alors, il y a ce qui s'appelle le permis de minorité, quoi. Et c'est juste une démarche à faire. C'est pas à demander, c'est juste à exécuter. Donc, on fait des démarches comme ça. Voilà, en fait, c'est tout un travail assez multitâche, quoi. Et on se promène aussi beaucoup. En fait, on est aussi dans une... Moi, de base, au début, je suis là davantage pour les accompagner un peu au sens propre, les accompagner à leurs rendez-vous, gérer le quotidien avec eux, les temps de repas, les temps les temps conviviaux. Et donc, il y a beaucoup de temps où je les accompagne, où on peut discuter. Petit à petit, moi, j'apprends l'italien aussi de mon côté. Donc, je commence à mieux les connaître aussi, à m'attacher à eux. Et moi, dans ma vie perso, je suis assez... j'écris beaucoup ce qui m'arrive, ce qui se passe. En fait, j'ai un peu une peur souvent d'oublier ce que j'entends, les conversations, ce qui s'est passé, les pensées que j'ai éprouvées à ce moment-là. Donc, j'écris beaucoup sur plein de cahiers. Et évidemment, quand j'arrive en Italie, je continue. Et je me rends compte qu'un peu tout se mélange, qu'il y a mon cahier un peu de vie qui commence en fait à être rempli de ce qui se passe au travail. Mais en fait, je me dis, il faut absolument que j'écrive ce qu'ils me disent, ce qui se passe,
leur, euh, leur chemin de pensée, ce qu'on vit ensemble. Et donc apparaît petit à petit cette idée d'écrire sur eux. Je ne sais pas si j'ai encore l'idée de faire un livre, mais en tout cas, je me dis que je note les conversations. Des fois, j'ai presque envie de poser mon téléphone, de lancer la note vocale WhatsApp et juste de laisser le truc là. Et en fait, je me souviens d'un moment où on va faire des courses et puis on passe par une plage pas très loin du centre-ville. Et en fait, là, je sais pas, on est posé avec Algi, un des gamins que je découvre en premier, un petit Albanais, et très réfléchi, très assez philosophe, qui s'informait, qui avait été tout le temps sur son téléphone, à écouter plein de chansons, à s'informer sur plein de choses. Et en fait, je lui dis comme ça un peu, je le regarde pas, je regarde devant moi et je lui dis, mais bon, si un jour j'ai envie d'écrire sur vous, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que ça te ferait? Et je lui dis, et comment je pourrais t'appeler, tu vois, comment t'aurais envie de t'appeler? Et il me dit, bah, enfin, qu'est-ce que tu racontes? Qui va lire ça? Pourquoi tu veux écrire sur nous? Qu'est-ce que tu vas raconter? Et en fait, ce truc-là, c'est un peu le déclencheur de cette phrase en tant que telle. C'est quelque chose que j'ai envie de raconter, quoi. Et en fait, c'est maintenant qu'il sait que cette phrase-là s'est retrouvée dans le livre, ben, il est quand même hyper fier d'avoir un peu formé cette réflexion-là. Il y a quelques jours, un navire militaire des gardes-côtes italiens, le Cigala Fugosi, a jeté l'ancre ici, avec à son bord 100 personnes secourues en mer. L'événement a été amplement relayé par les médias nationaux et le ministre de l'Intérieur italien, Matteo Salvini, a assuré via Twitter qu'aucune d'entre elles ne resterait en Ligurie, ni ne serait à la charge des Italiens. Pour autant, un important comité de la Croix-Rouge italienne était en poste dès l'aube pour accueillir les survivants et s'assurer de leur bon état de santé. À la cime du phare, symbole de la ville, des dockers avaient pendu une large banderole rouge portant l'inscription « Bienvenuti ». Parmi les rescapés, il y a 23 mineurs non accompagnés. C'est ainsi que je rencontre Doumbia, Joseph, Mamadou, Lassana et Yaya. 2 Guinéens, 2 Maliens, 1 Ivoirien, 5 Bambins. L'été dévoile les traces laissées par leur long cheminement vers l'Europe. Les cicatrices sur leurs mains, leurs tibias, leurs omoplates, et celles dans la tête qui échappent aux yeux. La Libye, c'est de la merde, s'emporte Joseph, assis face à l'eau calme. Nous restons tard à la plage, Momo nous y rejoint après avoir mis de la musique sur son téléphone, engendrant éclats de rire et mouvements de coupé décalés. Mamadou entre en courant dans l'eau, oubliant qu'ici, on a très rapidement plus pied. « Mais au pays, à la mer tu touches toujours », balbutie-t-il en français, la bouche pleine d'eau salée. Donc je passe beaucoup de temps avec ces gamins-là, notamment parce qu'ils sont francophones, et donc c'est plutôt moi qui les suis. Et en fait, pour le coup, c'est comme si je les suivais de zéro enfin, de A à Z, parce qu'ils sont arrivés, ils ont débarqué au port de Gênes en claquettes et en short. Et donc, tout est à faire, quoi. Et donc, on va chercher des fringues, on les inscrit à l'école, on leur fait découvrir la ville pour qu'ils puissent s'y promener aussi un peu tout seuls. Et en fait, à travers et en fait, ils se lâchent pas. On les appelle les 5 parce qu'ils restent tous ensemble tout le temps. Ils sont très protecteurs les uns envers les autres. Et c'est vrai qu'à travers eux, là, je vois bien tous les volets de l'exil et ce qu'ils ont vu alors qu'ils sont si petits, ce qu'ils ont vécu. Et en même temps, ils ont cette richesse et cette innocence de sauter dans la mer, alors que ils verbalisent avant ça que la mer c'est horrible, que c'est trop des mauvais souvenirs, et en même temps ils sautent dedans à pieds joints en te disant ah mais je savais pas, en fait chez moi j'ai toujours pied, donc je savais pas que là j'allais couler, machin. Et il y a ça, et puis ils sont hyper préoccupés je me souviens que dès qu'ils arrivent, en fait, ils nous demandent de la crème, des peignes pour les cheveux et tout. Nous, on n'a pas ça, en tout cas, on ne l'a pas acheté. Donc, il faut absolument aller acheter cette crème, ce peigne. Et ça, c'est des aspects où, en fait, tu sens que ça donne hyper envie de continuer le travail, parce que tu sens qu'il y a quelque chose, il y a encore de la couleur en eux comme ça, cette couleur de l'enfance ou de l'adolescence, de l'innocence. Et tu te dis, mais si ça, c'est là... t'as envie de gratter dessus pour la voir comme si tu voulais la voir en plus grand, quoi. Et donc,
ils sont hyper préoccupés par leurs habits, par les rencontres qu'ils ont envie de faire, par la musique. Ils ont des tempéraments comme ça hyper joviaux. Et, et en même temps, c'est des situations compliquées. Tu sais pas trop. En fait, on reste sur des jeunes gens que tu perçois quand même assez insaisissables, un peu comme du sable, que ce soit de leur propre chef ou non. Et en fait, finalement, ces 5-là, ils restent un mois chez nous. Ils restent moins d'1 mois. C'est le mois de juin, je me souviens. Et en fait, du jour au lendemain, j'apprends qu'ils partent. Qu'ils partent tous les 5. Parce que quand ils sont arrivés par ce bateau-là, donc à l'époque, on est encore sous le gouvernement Salvini. Et Salvini autorise tant bien que mal le débarquement de ce navire, mais décrète qu'aucune des personnes qui débarquent ne va rester en Italie. Et donc, en fait, les 5, même s'ils sont mineurs, ils partent. Ils partent dans d'autres centres. En fait, il se trouve qu'ils changent juste de région. Ils restent en Italie, mais ils changent de région. Et je me souviens que c'est le matin, on est en réunion et on apprend qu'ils partent. Donc, on va tant bien que mal les saluer. Eux, ils sont dévastés parce qu'ils n'ont pas du tout envie de partir. Et en fait, je pense que moi, à ce moment-là, c'est un peu... Ça fait 4-5 mois que je suis là-bas. Je suis hyper bien. Et en même temps, ça me met un coup énorme. Ça me met un coup énorme parce que je me rends compte que j'étais hyper attachée, que j'arrive pas trop à gérer cette frontière entre mon travail et mon cœur. Et du coup, j'avais vraiment l'impression que là, j'ai envie de dire qu'on me les enlevait, tu vois, qu'il y avait quelque chose qui partait. Et puis ensuite, le temps passe et d'autres gamins arrivent et les autres que j'avais rencontrés sont là. Donc ça passe. Tu sens des moments comme ça où ils demeurent vraiment si petits par rapport à leur situation, où tu vois, ils savent pas faire leur machine, ils mettent, j'en ai 1 ou 2 qui m'ont mis du shampoing dans la machine à laver, donc en fait, premièrement, ça lave pas du tout les habits, deuxièmement, ça fait une espèce, je sais pas si vous avez déjà essayé, mais ça fait une espèce de mousse énorme partout dans la pièce. Ça, et puis des moments d'anniversaire qui parfois sont très joyeux, et parfois, en fait, je me souviens d'un petit gamin qui s'appelait Elio, qui est arrivé, lui, c'était vraiment le petit bébé de tous, quoi. Il est arrivé avec un petit sac à dos, avec un pyjama dedans, et on fête son anniversaire, et en fait, je me souviens que le soir, il est devant, il est dans la petite cour, et puis il pleure. Et il pleure, en fait, parce que c'est le premier anniversaire qu'il fait sans sa maman. Et face à un gamin comme ça, où tu te dis, ouais, t'as fait des milliers de kilomètres, et tu pleures parce que ta maman est pas là pour ton anniversaire, en fait, tu vois vraiment les 2 volets d'un parcours d'exil qu'ils auraient pas dû faire, pas de cette façon, pas comme ça, et de ce qu'ils doivent subir là, maintenant, avec des situations d'errance, de rupture, qui les entravent complètement, qui entravent complètement la continuité de leur parcours d'enfant et d'ado et de tout petit adulte, quoi. Et donc, dans ces contextes-là où on essaie l'année continue, on passe l'été, on démarre la rentrée, on les inscrit. Et puis, en fait, dans ces moments-là où on pose plein de graines et où le temps est un vecteur hyper important pour ces jeunes-là, on est en Italie, on est fin 2019, début 2020, et le Covid arrive. Dès le 22 février, face à l'expansion incontrôlée, notamment dans le nord du pays d'un virus jusqu'ici inconnu, la Lombardie ferme ses établissements scolaires et universitaires. Une semaine après, la mesure s'élargit à 6 autres régions, dont la Ligurie, et le 4 mars, tout le pays est soumis à la fermeture de tous les lieux accueillant du public. 3 jours après, la Lombardie est classée zone rouge. Un confinement strict et complet est instauré et tout déplacement vers et hors de cette région est interdit. Cette mesure s'étend à l'ensemble du pays dès le 10 mars. Le confinement durera près de 70 jours. À la mi-mai, la dénommée phase 2 démarre.
il est désormais possible de se déplacer librement au sein de sa région de résidence. Début juin, le pays rouvre ses frontières intérieures et extérieures et tous les déplacements sont de nouveau permis. Mais, à l'automne, du fait d'une nouvelle augmentation des cas, un couvre-feu et de nouvelles mesures de restriction sont instaurées début novembre, divisant le pays en différentes zones, rouge, orange, jaune. Durant toute cette période, nos jeunes restent au centre et nous continuons de travailler. Même à 1 mètre de distance, le lien social se construit, le projet éducatif se poursuit. Donc le Covid arrive et là c'est la panique, c'est le branle-bas de combat parce que faut s'imaginer il y a 19 gamins, 19 garçons, ados, qui parlent pas tous la même langue, qui ont pas tous la même religion, qui cohabitent ensemble dans des chambres de 2 ou 3. Donc on est sur de l'hébergement collectif. Et d'un coup, il faut arrêter de sortir, il faut arrêter d'aller à l'école. Il n'y a plus de rendez-vous chez l'assistante sociale, il n'y a plus de sorties avec les amis, il n'y a plus de sorties avec les petites copines, il n'y a plus de sport. Donc on est... et on ne sait pas combien de temps ça va durer. En fait, je crois que c'est ça le plus dur. C'est que... en plus, on n'a pas de... C'est le début. En Italie, on ne comprend rien. On est les premiers en Europe. Et on n'a pas de masque, on n'a pas de matériel. Je sais qu'au tout début, on a à peine des gants et le gel hydroalcoolique coûte une fortune. Et enfin, tout est galère. Tous les gamins sont scolarisés et tout commence petit à petit à se mettre en place en ligne. Mais nous, on a un ordinateur de bureau et les gamins, ils ont à peine leur smartphone sur lequel c'est un peu la dernière chose qu'ils ont envie de faire que de suivre les cours sur Telegram. Donc, en fait, tout devient d'un coup hyper compliqué, hyper incertain et on se retrouve un peu dos au mur face à un vide qui, au début, nous effraie à fond. Nous, équipe éducative, on est tous et toutes... Il y a des collègues qui arrêtent de travailler. Tout le monde est vraiment en difficulté, quoi. Et on doit faire des tests tout le temps. Et en fait, ouais, le plus dur, c'est qu'on ne sait pas quoi répondre aux jeunes quand ils nous disent quand est-ce que je peux ressortir. Et finalement, et dans ce contexte-là, donc ça dure en Italie quand même, ce qu'on appelle maintenant le premier confinement, ça dure quand même bien de mi-mars à mi-mai, quoi. Et pendant tout ce temps-là, en fait, dans ce vide, finalement, il y a plein de choses qui se poussent et qui se passent. Il y a donc, évidemment, qu'on n'arrive pas du tout à faire que tous les gamins suivent les cours en ligne. Mais en fait, chacun, comme on était que tout était comme une espèce d'autre dimension, tout était suspendu, l'espace était libre à plein d'autres choses. Et donc, les gamins se mettent à faire du sport dans le petit jardin qu'on a. On fait de la cuisine. Il y a le ramadan qui arrive, donc on fait le ramadan tous ensemble. Et il y a plein de petits moments. Et en fait, je me souviens de ça, finalement, comme d'une période vraiment joyeuse où moi, j'étais hyper contente d'aller au travail. J'étais presque reconnaissante de faire ce métier-là et de pouvoir partir de chez moi, aller dehors, prendre l'air, parler avec des gens toute la journée et ensuite rentrer chez moi le soir. En fait, je me souviens que je faisais des plages horaires de 12 heures pour limiter les déplacements. Donc, on faisait du 9-21. Et en fait, j'étais hyper contente de faire ces longues journées parce que de toute façon, c'était le meilleur truc qui m'arrivait, quoi. Et dans ces moments-là, on a quand même eu... alors, on n'a pas eu de cluster, mais on a eu des gros coups de stress où, du coup, ce qui s'est passé à Gênes, c'est qu'il n'y avait pas assez de lits dans les hôpitaux. Et donc, ont été réquisitionnés ces énormes paquebots de croisière qui, du coup, ne circulaient plus. Et on a un gamin qui se retrouve, qui est pas bien. Et comme il est mineur, je sais plus pourquoi, mais il faut absolument qu'il aille se faire tester hors de la structure. Et donc, il se retrouve dans le bateau. Il reste sur ce bateau. Et pendant ce temps-là, en fait, donc, on est 2 à ce moment-là, 2 éduques. Mon collègue part avec le jeune. Et moi, je reste dans la structure. Et en fait, je comprends qu'il va falloir mettre en place une espèce d'isolement. Sauf que
je ne sais pas du tout comment on va faire un isolement dans une structure qu'il faut imaginer un peu comme les centres des colonies de vacances, avec voilà, des chambres collectives, des douches collectives, des toilettes collectives, une cuisine collective. Tout est partagé, en fait. Et donc, je me souviens que je prends les gamins avec moi, on va tous dans notre petite cour, et je leur explique que le jeune va revenir, qu'il va falloir que lui soit tout seul dans sa chambre, et donc qu'il faut qu'on fasse tout plein de déménagements, que les chambres soient changées, que les draps soient modifiés, tout ça. Et en fait, ça devient un peu c'est un peu une mission, quoi. C'est aller, là, il faut réaménager les chambres, tout ranger. Et puis, je leur dis ça. Et en fait, presque d'eux-mêmes, déjà, je me souviens qu'ils se traduisent entre eux. Moi, je parle italien et eux, ils font la traduction en arabe, en bambara, en albanais. Et puis ensuite, franchement, en 2 minutes, les voilà tous qui s'agitent dans tous les sens. Et je me souviens qu'ils ne me l'ont pas dit, tu vois, mais je voyais très bien que ça voulait dire bien sûr qu'on va y arriver. Tu vois, bien sûr que, ok, il faut tout bouger, on bouge tout. Et je me souviens qu'ils s'insultaient un peu entre eux, tu vois, en mode allez, on se bouge, on fait ça. Ils portaient les lits, les matelas, les trucs. Et je les vois faire ça et je me dis, oui, évidemment que ça va aller, quoi. Je sais pas du tout ce qui va se passer, mais tant qu'on est là, que eux sont comme ça, c'est sûr que ça va bien se passer. Et au cours de cette période de confinement, là, ça a été aussi un terreau hyper fertile pour davantage parler avec les gamins, pour qu'eux se parlent entre eux, parce qu'en fait, il n'y avait rien d'autre à faire. Et je me souviens d'un soir comme ça, où après un week-end, où en fait les week-ends étaient quand même proches, ressemblaient aux autres jours de la semaine, vu que c'était le confinement. Je me souviens d'un soir où je suis dans la cuisine avec un petit gamin qui s'appelle Giulio, qui est arrivé il n'y a pas très longtemps au foyer, un peu juste avant le confinement à mon avis, et qui a entendu parler des vacances qu'on a fait l'été dernier, où on a emmené les gamins faire du camping en montagne, regarder les étoiles, marcher un peu. Et il me dit Lou, mais est-ce qu'on pourra retourner, je sais plus comment il me dit ça, est-ce que t'es allé avec les autres dans la montagne et tout, c'est vrai? Et je dis ouais, c'est vrai. Mais est-ce que on pourra y retourner? Et il me dit ouais, ce sera mon rêve, quoi. J'ai trop envie d'y aller. Et en fait, après, le confinement est levé et on part quelques semaines après faire ce truc en montagne. Et je me souviens qu'ils étaient tous... ils étaient fous de bonheur, quoi, de courir comme ça. On aurait dit, voilà, des petits lionceaux qui n'avaient pas vu la lumière depuis des mois et qui étaient libres et hyper forts. Et je pense que ça, c'est un des moments où là, je me suis dit, ok, Loulou, il faut vraiment écrire ça. Il faut raconter ça pour être sûr que ça a bien existé, pour garder une trace de ça et pour les faire hurler aussi fort que ce que toi t'as entendu, quoi. Je dépose une lettre sur chacun des lits avec leurs prénoms écrits en bleu océan. Seule à seule ou en petite bande, je leur ai précédemment expliqué que je m'en vais pour quelque temps. La cuisinière a passé la journée à préparer tartes, brochettes, salades et gâteaux de toutes sortes. Fabrizio nous a confectionné son délicieux cheesecake à la framboise. Bakaye a mis à chauffer du thé vert pour un régiment. À l'arrivée de mes collègues, nous dansons sur des rythmes albanais, égyptiens ou sénégalais. Jouons au ping-pong, à la PlayStation ou au baby-foot. Prenons maladroitement des selfies. Toute l'équipe m'offre un grand cadre avec des photographies des jeunes avec eux. Ils me révèlent la discussion de groupe qu'ils ont créée ensemble pour me faire la surprise. Cache dans ma poche l'indestructible ruban gris-vert qui liait ensemble toutes les clés de cet endroit qui n'a plus de secret pour moi. Quant aux gamins, dans un carnet bleu clair et brillant, leurs petites mains ont déposé des mots. Certains y ont agrafé des galets marins, glissé un bracelet de leur pays ou un collier fabriqué à l'école. Je suis riche et comblée d'attention et de souvenirs. Il est presque 11h du soir, le couvre-feu est en vigueur et la rue est déserte. On est le 22 décembre 2020
et je viens de tirer derrière moi la lourde porte vert foncé que j'ai auparavant tant poussée. Je descends la ruelle, il fait froid et j'enfouis mes mains dans mes poches. Devant les larmes des petits Elio et Giulio, j'ai contenu les miennes qui tentent désormais de s'écouler. Je suis emplie d'une douce tristesse ou d'une joie chagrinée, je ne sais pas. C'est une sensation étrangement agréable, un peu comme celle qu'on éprouve lorsque, finissant un livre, on le laisse reposer un instant sur sa poitrine, à moitié déçu qu'il soit déjà fini, à moitié convaincu que c'était le bon moment. Je serre entre mes doigts mon nouveau petit calepin à trésor. De la main de Connie, il est écrit « You never really leave the place you love. You take part of it with you and leave part of you there. We love you, Louise. » C'était mon dernier jour. Merci d'avoir écouté ce podcast, on espère qu'il t'a plu. Si tu veux entendre les récits d'autres personnes qui ont vécu l'exil de près ou de loin, alors abonne-toi à Commune et suis-nous sur les autres réseaux. À très bientôt.